Elle aime ses spaghettis, elle aime les italiennes. Elle aime ses pop-maquis, elle aime les italiennes. Santé! Pas mal, hein? Ouais, c'est un médoc. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, j'aimerais juste faire une petite parenthèse au sujet d'un commentaire que j'ai lu dans la vidéo précédente consacrée à Carrérou et au Frexit. Le commentaire disait à peu près ceci, le niveau intellectuel dessert la cause, on dirait du billard, tout ça. Alors, moi ça me gêne pas qu'on me compare à billard, hein. J'aime bien dire le mot cul, con, chatte, bite, couille, moi c'est des mots que j'arrive à mettre en poésie aussi, hein, dans des chansons, des poèmes et des trucs comme ça, donc je ne renie rien de tout ça. Ce qui m'a plus chiffonné, c'est l'histoire du niveau intellectuel. Déjà, je trouve ça très condescendant de dire une chose pareille, parce que ça veut dire que pour soutenir une cause, il faut avoir un certain niveau intellectuel. Et alors, ces gens qui travaillent en ESAT, que j'ai pu croiser dans des mouvements libertaires, à la CNT, le syndicat anarchiste et tout ça, ces gens-là desservent la cause. Parce que ceux qui bossent en ESAT, très souvent, c'est des gens, mais même tout le temps, c'est des gens qui sont en situation de handicap. Et souvent, ils sont intellectuellement déficients. Mais est-ce que pour autant, ça les empêche d'être citoyens? Donc, si je comprends bien, ces gens-là desservent la cause libertaire quand ils fréquentent ces mouvements-là. Non, il faudrait qu'on m'explique. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel pour soutenir une cause, c'est très con cette histoire. En plus, je ne revendique aucun niveau intellectuel. Moi, quand je fais ces vidéos, c'est juste pour déconner sur des sujets, même en étant sérieux des fois. C'est un peu de la satire, c'est un peu... voilà, j'ai aucune prétention intellectuelle, j'en ai rien à foutre. Mais c'est marrant parce que c'est ce genre de discours, je l'ai souvent entendu. De la part de gens qui lisent Libé, Les Inrocks, Télérama, qui écoutent France Inter, qui sont dans les mouvements altermondialistes, à LFI, voilà. Et ces gens-là, je les ai beaucoup fréquentés, puisqu'ils ont aussi participé à des trucs que j'ai organisés, les soirées rock agricoles par exemple, pour financer de façon autonome un festival qui s'appelait Boostock. Donc c'était des soirées à thème, et il y avait une tribune de presse militante à chaque fois, et puis un micro ouvert pour toute personne qui avait envie de s'exprimer, de dire ce qu'il avait envie de dire, voilà, de façon très libre. Et puis aussi, le micro était ouvert aussi pour buffer, chanter des trucs en fin de soirée, etc. Et un jour, on m'a sorti, lors d'une de ces soirées, ouais, t'en as pas marre de faire venir les cassos, etc. Hein. C'est des gens qui sont militants pour la cause du peuple, hein, puisqu'ils sont de gauche. Et ça m'avait surpris cette histoire de cassos. Et c'est marrant, justement, pour moi, ces soirées, elles étaient faites pour ça, pour faire venir des gens qui n'avaient pas l'habitude d'entendre certains trucs, qui ne connaissaient pas ce que c'était un mouvement militant, qui ne savaient pas ce que c'était que des soirées à thème. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses. Et ils venaient, parce que le repas était à 5 balles et l'entrée était libre. Et en plus, les repas, on les faisait avec des produits locaux, etc. Donc aussi, ça leur faisait connaître d'autres façons de bouffer, d'autres façons de boire. C'était rigolo. Et on m'a reproché justement de faire venir ces gens-là. Et c'est depuis que j'ai compris qui étaient tous ces militants en fait. Ah, j'ai remarqué, c'est plus on parle de solidarité, plus on parle de partage des richesses, et moins on met la main à la poche pour donner un peu de sa richesse à soi aux autres. C'est marrant, hein. Plus on parle de redistribution, et moins on distribue. Plus on parle de partage, et moins on partage. Et en fait, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui pratiquent le moins. Parenthèse refermée. Donc, pour moi, il n'y aura jamais besoin de niveau intellectuel pour venir soutenir les prochaines actions qui vont être faites. Il n'y a pas besoin de niveau intellectuel pour faire partie de la liste à la con. Alors je voudrais informer ceux qui ne le savent pas, c'est que Didier Raoult a créé sa chaîne YouTube. Donc c'est passionnant, il parle de médecine, il parle de science, et c'est super passionnant.
Et on va me dire, ah, mais tu nous la ramènes encore avec Raoult, c'est ton idole. Non, c'est pas mon idole. Je veux juste dire que j'ai de la reconnaissance pour ce gars-là, point. J'ai de la reconnaissance pour plusieurs raisons en fait. Voilà. La première, c'est, ça remonte à maintenant à quelques années, puisque c'était à l'époque du premier confinement. Je suis allé travailler dans une MEX, c'est une maison d'enfants à caractère social, parce qu'ils avaient besoin d'éducs. Parce que certains éducs de cette MEX ne pouvaient pas travailler puisqu'ils avaient des enfants en bas âge et il fallait qu'ils les gardent chez eux. Moi j'avais plus d'enfants en bas âge, j'en avais rien à foutre, j'étais tout seul chez moi, peinard. Et comme j'avais pas envie de rester à faire du télétravail à la con, surtout en tant qu'éduc, faire du télétravail, on nous demandait de faire du télétravail. Enfin bref, je me suis porté volontaire pour être sur le terrain. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en MEX. Et j'ai rencontré des ados. Et c'était passionnant. C'est vraiment J'ai passé des super moments avec eux. Hein, c'est tous des jeunes qui sont placés par la justice. Hein. Et eux, ils se sont pris en pleine gueule ce confinement. Et on a essayé de faire en sorte que ce confinement se passe pas trop mal. Alors ils avaient un petit peu de chance parce que on pouvait quand même sortir dehors. Il y avait un petit espace en plein air. Et il se trouve que pendant ce confinement, il a fait assez beau. Donc on a pu sortir quand même un peu. Et ils étaient complètement flippés parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on entendait tout et n'importe quoi sur le Covid. Il y en a qui croyaient qu'ils allaient mourir, d'autres qui croyaient qu'ils allaient être condamnés à rester enfermés pendant des mois et des mois. Et je leur ai dit, stop, arrêtez tout, arrêtez BFM, arrêtez LCI, arrêtez CNews. Maintenant, regardez autre chose, allez sur YouTube, il y a des chaînes alternatives qui disent des choses intéressantes. Et il se trouve qu'il y avait des vidéos de Didier Raoult qui expliquaient les choses de façon très calme, qui étaient rassurantes d'ailleurs, ces choses-là, et qui nous expliquaient la médecine, et qui nous expliquait ce que c'était qu'un coronavirus. Et il nous faisait comprendre que c'était pas si grave que ça, en fait, cette maladie, qu'il y avait pire que le coronavirus, c'était la peur. Il n'y avait rien de pire que le virus de la peur. Et du coup, avec les vidéos de Didier Raoult, avec ce qu'il disait, avec les infos qu'il apportait, j'arrivais à rassurer ces jeunes. Je leur disais, voilà, c'est ça qu'il faut écouter. Si ça se trouve, dans 2 mois, vous serez à nouveau dehors, vous pourrez à nouveau sortir comme vous voulez, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, grâce à Raoult, j'ai pu rassurer des ados, des jeunes, et on a pu avoir des discussions, et ils ont pu nous parler d'avenir, parce que au début, ça faisait très nos futurs à la MEX, hein, parce qu'ils se croyaient foutus, et ils se sont mis à parler de trucs, même certains qui disaient ah, ça serait bien de recréer des sociétés anarchistes. Il y en avait un jeune là, Mohamed, il s'appelle, et il avait quoi, 15 ans à l'époque. En plus, il fallait les faire bosser, leur faire faire leur truc d'école, parce que ça, par contre, les devoirs, les machins et tout ça, ça continuait, donc en télétravail. Et donc, ils devaient faire leur boulot, et lui, il me disait, je sais ni lire ni écrire, donc moi, je veux pas travailler. En fait, il savait très bien lire, il savait très bien écrire, et en plus, il avait une réflexion incroyable. Et c'est lui qui disait... ah mais ça serait marrant ça, qu'on en profite de tout ce bordel pour créer une société sans le fric, basée sur le troc, où il n'y a plus de pouvoir, où c'est tout le monde qui a le pouvoir en fait, parce qu'on est assez intelligent pour plus qu'il y ait de pouvoir, etc. Il me disait ça, et les autres aussi qui étaient avec lui, ils pensaient la même chose. C'était rigolo, parce que je ne m'y attendais pas, c'est eux qui m'ont apporté ce sujet-là, et du coup on a eu des discussions là-dessus géniales, quoi. Donc ça, moi j'ai un très bon souvenir du premier confinement, puisque j'étais pas confiné, j'allais au taf, et en plus je rentrais chez moi dans ma brousse le soir et j'allais me balader, donc je l'ai très bien vécu. Bon ben désolé, je peux pas vous passer l'extrait que je voulais vous montrer, parce que en fait YouTube me l'a bloqué pour une histoire de droit d'auteur. Il s'agissait d'un extrait d'une émission de Marc-Olivier Fogiel où il invitait Daniel Prévost. Et Fogiel a voulu faire à l'époque son numéro je contrôle tout, je rabaisse tout le monde. Sauf que là, il est tombé sur Daniel Prévost et tout s'est inversé ce jour-là.
Bon, c'est vrai que c'est une petite fiente, Marc-Olivier Fogiel. Hein. Il dirige BFM, on voit ce que c'est comme chaîne. Hein. Faut vraiment être une immondice pour être à la tête d'une poubelle comme ça. Hein. Je voulais faire ce parallèle Prévost-Raoult parce que ce qu'a fait Prévost dans cette émission, ça me fait penser à ce que Raoult a fait plusieurs fois avec les journalistes de BFM. Et je m'étais dit que si Raoult était intervenu dans cette émission à la place de Daniel Prévost, il aurait repris les mêmes expressions, il aurait dit la même chose. Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien en dessous là. Voilà, il y aura le lien de l'émission en question. Je ne peux pas la mettre sur ma vidéo parce que sinon eh ben YouTube bloque le truc, rend la vidéo invisible pour des histoires de droits d'auteur. Il faudra qu'on m'explique comment c'est possible parce que c'était quand même une émission qui était sur le service public si mes souvenirs sont bons. Un petit peu de promotion pour le projet parce que je perds pas le fil, hein, le chapeau de la chouette pour financer la ferme de Scaramouche. Ce projet ne marchera que si ma chaîne YouTube devient vraiment visible. Bon, j'ai déjà 1710 abonnés, c'est déjà pas mal hein, pour quelqu'un qui rêvait d'avoir 200 potes abonnés, histoire d'amuser la galerie. Mais maintenant, ça serait bien qu'il y ait quelques zéros de plus. Hein, parce que 80 000 personnes qui donnent 1 euro, franchement, je ruine personne sur un projet comme ça. Même à la limite, il faudrait 100 000 parce que tout augmente. Hein. Alors le chapeau de la chouette, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom que j'ai donné à une cagnotte Tipeee créée pour soutenir un projet de ferme pédagogique en Bretagne. Mais méfions-nous des expressions parce que derrière ferme pédagogique, école parallèle, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc on va dire que ça sera un IPE, un institut plouc éducatif. Donc pourquoi une ferme? Eh bien parce que dans une ferme on peut tout y faire en fait, c'est un micro-village la ferme, si on y réfléchit bien. Bah oui, on peut faire pousser des choses, hein. On peut faire de l'agriculture, donc on peut faire des potagers, on peut faire pousser aussi des animaux, on peut faire pousser des spectacles, des festivals, parce que qui dit ferme dit grange, dit dépendance. Et bien dans une dépendance, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut monter une salle de spectacle, on peut monter une classe d'école, mais une classe d'école intelligente, hein, pas comme les habituels. En dehors de faire monter les animaux, eh ben, on peut monter des festivals. Donc festivals de musique, de spectacles en tout genre, ça peut aller du théâtre au cirque, aux cracheurs de feu, enfin, on peut tout imaginer. Quoi. Alors je me dis qu'avec 80 000 balles, je pourrais trouver une longère avec du terrain, certainement à retaper, parce que 80 000 balles c'est pas très cher en fait. Et vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour trouver une somme pareille? Ben, c'est simple, je fais, comme je disais au début, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee qui s'appelle le chapeau de la chouette. Alors le chapeau de la chouette, pourquoi? Eh ben, parce que vous imaginez une chouette en train de faire la manche avec sa guitare et avec son chapeau à ses pieds pour qu'on y mette des sous. Alors le truc c'est le troc. Ah, c'est drôle ça. Ouais, parce que moi j'ai pas trop envie de verser dans le don. J'ai pas envie qu'on me fasse du don, je demande pas le don. Donc je fais du troc. Il s'agit de troquer une chouette contre 1 euro. Et je me dis que si plus de 80 000 personnes troquent une chouette contre 1 euro, et ben j'ai la somme pour acheter la ferme avec le terrain. Alors la chouette en question, ce n'est pas un animal, parce que là, qui vont se dire, mais qu'est-ce que je vais foutre avec une chouette? C'est une chanson que j'avais écrite pour les gosses, et puis du coup, c'est amuser les grands. Donc ça élargit le public. Ça c'est bien, c'est intéressant. Ouais, c'est chouette, des trucs de chouette, les nuits sont plus belles que vos. Donc vous pouvez télécharger la chouette sur Bandcamp ou sur Tipeee. Il y a toutes les indications là en dessous de la vidéo, là c'est écrit, c'est épinglé. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur les trucs et puis vous vous retrouvez direct avec la chouette. Alors comment s'appellerait cette ferme? Eh bien j'hésitais entre la ferme de la chouette ou la ferme de Scaramouche. Scaramouche c'était un comédien qui faisait de la commedia dell'arte à l'époque de Molière. Et c'est d'ailleurs lui, Scaramouche, qui a donné à Molière l'envie de faire du théâtre, selon la légende. Pour terminer, des gens ont déjà téléchargé la chouette et ont versé des sous. Bon, ils ne sont pas encore très nombreux, mais quand même. Alors il y en a qui ont versé 1 euro et qui ont joué le jeu, mais il y en a d'autres qui se sont amusés à mettre 5 euros, d'autres ont mis 10 euros, et j'ai même reçu un chèque de 100 euros. Vous voyez? Donc voilà, je vous laisse, et puis n'hésitez pas à télécharger une chouette, et puis de liker. Et puis mettez des commentaires, hein, parce qu'il paraît que plus on like et plus on met des commentaires, et plus ça rend la vidéo visible. Donc en commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, hein, vous mettez prout, et puis ainsi vous aurez commenté quoi.
Et faites circuler la vidéo, il n'y a rien de mieux que le bouche-oreille. Le bouche-oreille, il n'y a rien de plus humain en fait. Une bouche qui parle à une oreille, bon, c'est le début d'une relation quoi. Bon bah salut à vous et portez-vous bien et à bientôt. Ouais c'est chouette d'être une chouette mais ils sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros ballon. Ah bah dis donc. Alors voilà, je voudrais revenir sur la zététique. Alors, est-ce qu'elle est en phase terminale? On pourrait le croire. Et là, je vais vous passer un extrait d'un zététicien qui s'appelle Monsieur Sam et qui a essayé de se payer le professeur Raoult. Et il s'est vautré comme c'est pas permis, puisque il a pris comme Bible un article du Lancet qui a été après contesté puis rétracté, puisque c'est un article qui défonçait le professeur Raoult et son protocole, et après ils ont admis au Lancet que c'était un article foireux. Donc voilà, et lui, ce zététicien, il s'est servi de ça pour critiquer le professeur Raoult. J'aimerais dire un truc par rapport à la zététique. Le mot zététique vient de zététikos, c'est un mot grec. Et zététikos, ça veut dire qui aime la recherche, qui aime chercher. Ça veut dire qu'en fait, Didier Raoult est le plus grand zététicien qu'on connaisse, puisque c'est sa passion, la recherche. C'est un fanat de la technologie, du progrès technologique, pour justement faire avancer la recherche. Et donc voilà un extrait de Monsieur Sam. Alors en fait, je vais vous passer une ancienne vidéo où je parlais de Monsieur Sam et de la zététique. Plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait, autant passer l'original. Hein, c'est mon côté fumiste. Je me suis juste permis de rajouter l'éclat de rire d'un trait. Salut Internet. Bon, bah Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, je l'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. C'est cette étude-là qui a été foireuse, et le Lancet l'a avoué et l'a donc rétracté, parce que c'était impossible à mener ce genre d'étude. L'autre, il a complètement mordu à l'hameçon. Là, il n'y a vraiment plus personne pour dire que c'est spectaculaire, à part Raoult et son équipe, ou alors des associations comme le collectif « Laissons les médecins prescrire ». Dans un état de droit, un médecin a le droit de prescrire. Parce que à partir du moment où on empêche les médecins de prescrire librement, c'est-à-dire de soigner leurs patients, on n'est plus dans un état de droit. Il est où l'esprit critique? Quand on jure sur une Bible sans en lire le contenu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est? Eh ben, on est une bigote, ou un bigot. Un croyant fanatique. Donc, jusqu'ici, mon seul message était « Soyez prudents avec ce que Raoult dit ». Aujourd'hui, mon message est clairement « Ne faites plus confiance en ce microbiologiste dès lors qu'il sort de son domaine de compétence. Il n'est pas épistémologue, il n'est pas statisticien, il est certainement pas climatologue, quand il nie le réchauffement climatique, là. Il n'est pas non plus spécialiste de la théorie de l'évolution, parce que oui, il se permet aussi de dire que lui, il l'a mieux comprise que tout le monde. Il n'est pas sociologue, bref, c'est juste un microbiologiste qui se prononce sur tout et n'importe quoi en abusant de son titre de scientifique. Tout ça pour affirmer que ses intuitions sont la vérité. Ça, c'est Raoult, il a une intuition, et il la présente comme étant la vérité. Sauf que tu vois là mon gars, Raoult a jamais dit que son intuition c'était la vérité. Ça c'est toi qui dis ça. J'ai bien cherché, j'ai pas trouvé ça. Non, il dit juste que son intuition l'a poussé à penser que le traitement à base d'hydroxychloroquine pouvait être prometteur. Voilà, ce qui est bien différent. Ce que tu fais là, c'est juste de la désinformation en fait. Tu utilises les mêmes ficelles que Routel Krief et Apolline de Malherbe. Tu t'en rends même pas compte, mais c'est ce que tu fais, quoi. Et son discours sur l'intuition, ça c'est génial. Il essaye de nous prouver que Léonard de Vinci, Louis Pasteur, Einstein étaient des cons, Newton, je vous dis pas, et les frères Montgolfier, c'était pas de l'intuition, ça. Je vais vous montrer ce que Einstein disait de l'intuition. Voilà, au moins ça
Mais je sais pas, peut-être que M. Sam, lui, est au-dessus de Albert Einstein. Allez savoir. Pour l'instant, je l'ai pas vu débattre avec le professeur Raoult. À mon avis, il tient 5 minutes. Hein. C'est parce que ça devrait être avec votre cerveau que vous réfléchissez, et pas avec votre intuition. Faut arrêter d'essayer de ressentir si le mec dit la vérité. Avec le cerveau, ça se pèse les arguments. Vous croyez quoi au juste avec l'intuition? La vôtre ou celle des experts, hein? Ce zététicien nous dit, c'est avec votre cerveau que vous devriez réfléchir, pas avec votre intuition, et c'est avec le cerveau que ça se pèse les arguments. Sans blague. Mais alors, moi je me demande, l'intuition ça vient d'où alors? Ça vient de l'anus? Non, parce que quand j'ai mal au bide, c'est mon cerveau qui me dit d'aller chier. Hein? D'ailleurs, c'est une forme d'intuition. Hein. Si j'ai mal au bide, peut-être que faut que j'aille faire caca. Voilà. Il faut savoir que intuition, inspiration et imagination sont étroitement liées. Hein. Oui, ça, il y a beaucoup de scientifiques qui le disent, des poètes aussi, des littéraires, des médecins, enfin bref. Hein. Et sans ça, sans ces trois choses, bah, Mozart, Beethoven et Jimi Hendrix n'auraient jamais existé. Hein. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça. C'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes. Elles sont pas personnelles. Elles sont rigoureuses, elles sont robustes. Elles ont fait leurs preuves. Tout ce qu'on a fait, c'est les apprendre et les appliquer. Pour nous, c'était pas un débat d'opinion, vous comprenez? C'est simplement les faits qu'on trouve quand on applique la méthode. Et la méthode, elle nous a très très vite indiqué que là, Raoult, il se prononçait sans savoir de quoi il parlait. Et donc, il faut se méfier. C'est pas une question d'artisanat de la connaissance. Comme c'est le cas avec Raoult, qui prend la médecine pour une sorte de bricolage personnel. Alors, il faut laisser les médecins bricoler. En gros, c'est son message, hein. Et puis si, hein, la plupart des grands savants, des grands médecins ont dû faire du bricolage pour vérifier leurs hypothèses. Hein. Des artisans, quoi. Alors, il dit quoi, le zététicien Ah oui, apprenez les méthodes de la pensée critique. Apprenez les méthodes de la pensée critique. C'est facile, c'est chouette, ça permet d'être bien outillé pour comprendre plein de trucs et avoir moins tort que les autres. Ça permet de ne plus se ridiculiser en partageant des conneries sur Internet. Comme ça, par exemple, tenez. Bon, bah Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier l'étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, hein, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. Voilà. En fait, ce qu'il propose, c'est qu'on se fabrique un cerveau formaté. Alors là, je dis merci bien, hein, parce que en ce moment, c'est ça qui nous gouverne, les esprits formatés. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour moi, esprit formaté, c'est un oxymore. Alors, pour l'esprit critique, c'est pas compliqué. C'est plus on sait, moins on croit. Hein. C'est donc à partir de ce postulat qu'on développe son esprit critique. D'ailleurs, en tant qu'éducateur, sans intuition, sans inspiration et sans imagination, je ne pourrais pas exercer mon métier, hein, et par conséquent, je ne pourrais pas aider mes jeunes à penser par eux-mêmes. Pierre Desproges avait sorti cette grande phrase, « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. » Ben voilà. En fait, ça me fait penser à ceci, c'est que en écoutant les zététiciens, il faut être sceptique, il faut être dubitatif, et ils disent qu'il faut appliquer une méthode pour développer l'esprit critique. Donc il y a un souci là-dessus. De tout temps, les méthodes ont été remises en question pour en inventer d'autres. Et en fait, si on veut pousser le raisonnement à l'extrême, je suis tellement dans le doute et le scepticisme que finalement, je remets en question la zététique. Ça va de soi. Le titre du travail que je veux vous présenter s'appelle « Sérendipité », qui est un terme anglais qui a été transféré en français et dont vous voyez écrit en perse la nature, puisque ça vient d'un conte perse qui raconte que Serendip, c'est Ceylan. D'accord, c'est le Sri Lanka maintenant, si vous voulez. C'est 2 princes du Sri Lanka qui ont des aventures et qui, par hasard et par chance, découvrent une quantité de choses. Et c'est tout le rôle du hasard et de la chance dans ce voyage. Et donc, la recherche peut être simplifiée en 3 approches intellectuelles. La première est la déduction, dont je vais vous parler. La deuxième est l'induction, c'est-à-dire je pense à quelque chose et j'essaie de démontrer que c'est vrai.
Et la troisième, c'est l'abduction, c'est-à-dire c'est la sérendipité, c'est-à-dire la découverte par hasard. Sur cette nouvelle image, William James, qui a été un des hommes qui a vraiment défini le pragmatisme et le pragmatisme dans la pensée humaine et dans la recherche, a essayé de définir deux types d'esprit dans l'approche de la découverte scientifique. Les esprits qui sont éduqués et délicats, qui associent des principes et du rationalisme, de l'intellectualisme, de l'idéalisme, de l'optimisme, qui sont des esprits religieux, qui sont pour la liberté, au moins théoriquement, monistes, c'est-à-dire qui croient en une seule chose, un seul Dieu par exemple, et qui sont dogmatiques. Cela représente une forme. Il faut reconnaître que c'est la forme dominante dans la pratique scientifique, dans la pratique de la recherche. La plupart des gens ont ce type d'esprit-là. Et probablement dans l'humanité tout court. Et puis les esprits durs, qui sont plutôt empiriques, basés sur les faits, pas sur les théories, souvent sensationnalistes, matérialistes, pessimistes, irreligieux, fatalistes, pluralistes et sceptiques. Et donc vous mettez ces qualités en face les unes des autres et vous avez deux approches qui sont radicalement différentes. Et bien sûr, moi j'ai cette approche beaucoup plus que la première. Et ceci s'est traduit récemment, j'avais fait un éditorial là-dessus, sur le fait que au tournant du XXe et du XXIe siècle, est apparu plus que jamais deux approches vraiment majeures dans la pratique de la science que je connais moi. C'est la science qui est basée sur la technologie et qui implique la découverte, c'est-à-dire que si vous avez une nouvelle technologie, vous voyez des choses qu'on ne voyait pas avant l'invention de cette technologie. Moi, c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai couru après toutes les nouvelles techniques pendant toute ma vie pour pouvoir voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et puis l'autre qui est l'équivalent de l'induction, ça bien entendu, la technologie driven, c'est ce qui amène à la découverte par hasard. C'est-à-dire que quand vous utilisez un outil, par exemple le premier génome que j'ai séquencé à la fin du XXe siècle, eh bien les gens me demandaient qu'est-ce que j'attendais de la séquence de ce génome, qui était celui d'une bactérie sur laquelle je travaille depuis 20 ans, et je leur ai répondu, je n'en sais rien. Justement, je vais à la découverte de ce génome, comme j'ai souvent employé cette analogie, comme les marins du XVIe et XVIIe siècle n'avaient pas la moindre idée, en réalité, ils avaient de ce qu'ils allaient découvrir. Ils avaient bien raison de ne pas avoir d'idée, parce qu'ils n'ont pas découvert du tout ce qu'ils imaginaient trouver. Elle